On peut attaquer? Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis David Caramel, avocat de la FNADEPA, spécialisé en droit du travail et de la protection sociale. Et j'interviens aujourd'hui sur ce thème du va-et-vient en EHPAD, c'est-à-dire de la liberté d'aller et de venir. De tout temps, l'être humain a été un voyageur allant conquérir, comme Christophe Colomb, les continents ou même l'espace. J'ai moi-même, avec une certaine réussite aujourd'hui, je dois bien l'avouer, lié à la ponctualité de la SNCF, fait valoir ma liberté d'aller et de venir afin d'être parmi vous. Oui, mais quid lorsque l'explorateur troque sa caravelle ou sa fusée contre un autre moyen de locomotion du type canne ou déambulateur? Quid lorsque les facultés cognitives se dégradent et les risques pour l'EHPAD? Quid lorsque le voyageur, dont le compas est défaillant, souhaite prendre un cap au risque de prendre des rochers et de heurter, entre guillemets, des problématiques physiques? C'est ce thème du va-et-vient en EHPAD qui préoccupe la FNADEPA, mais aussi tous les établissements et toutes les fédérations que je vous propose de visiter aujourd'hui. J'ai envie de vous dire donc bon voyage. Voyage qui va se faire en 4 temps. Un premier point, et là c'est l'analyse du juriste. On commence toujours par l'origine de la liberté au sens le plus large. On va ensuite visiter, si vous le voulez bien, la liberté d'aller et de venir au sens plus strict des EHPAD, avec notamment l'analyse des textes, des pratiques et quelques exemples de jurisprudence, parce que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce que les juges décident en pratique. Enfin, je ne pouvais pas envisager cette intervention sans vous parler du nouveau projet de loi, puisqu'il y a eu maintenant un passage au Sénat en mars dernier, la fameuse loi 3A, qui va, à mon avis, sécuriser une partie des choses sur ce thème. Et puis, comme toute intervention et comme toute histoire, elle aura un épilogue. Liberté d'aller et de venir, une liberté fondamentale. Au sens le plus large, retenez que la liberté d'aller et de venir, on en trouve trace en droit international dans le pacte des droits civils et politiques, qui rappelle qu'on a le droit d'aller et de venir dans une structure, dans un établissement, dans un territoire, mais aussi à l'étranger. On en trouve aussi trace, bien évidemment, dans l'article 18 du traité instituant la communauté européenne. Notez que, bien évidemment, comme tout droit, il est assorti de réserves, et notamment des réserves, et on les connaît bien, on en parle beaucoup en ce moment en termes d'immigration, des réserves liées à la sécurité du pays et au contrôle. Donc même en droit international, ce droit est posé, mais des réserves sont mises en place. En droit français, de manière assez étonnante, quand on pense qu'on est le pays des droits de l'homme, il faut savoir qu'il n'y avait pas de droit constitutionnel écrit noir sur blanc dans les différents documents qui sont les nôtres, et que c'est le Conseil constitutionnel, dans un arrêt assez célèbre des ponts à péage, donc il a été sollicité dans le cadre d'une étude de loi, qui est venu relever, au titre du principe fondamental, donc lui donner valeur constitutionnelle, cette liberté d'aller et de venir. Depuis, le Conseil d'État, qui est donc la juridiction administrative la plus haute des juridictions françaises, est venu le rappeler à plusieurs reprises. Elle a fait sien ce principe, et notamment dans un arrêt Gisti de 92 qui concernait, est intéressant parce qu'il concernait à la fois des mouvements internes mais aussi externes. La problématique, c'est les gens qui sortaient du territoire et qui y re-rentraient, est venu sur la base de cette liberté d'aller et de venir qu'il avait reconnue et repris du Conseil constitutionnel, annuler une circulaire. Notez que, bien évidemment, je vous l'ai dit, il y a un principe et des exceptions. Nous avons en France des exceptions réglementées. Elles tiennent principalement au contrôle d'identité et à la vérification d'identité. Pour votre culture personnelle, le contrôle d'identité, c'est le fait de vous demander vos papiers dans la rue. La vérification d'identité, c'est quand vous refusez de les donner, vous pouvez passer 4 heures au commissariat. C'est le temps qu'ils ont pour vérifier votre identité ensuite. Même en prison, la liberté d'aller et de venir ne peut pas être occultée. Tout détenu a droit à 1 heure de balade par jour, même s'il est en cellule d'isolement. Seules des contraintes médicales pourraient l'interdire. Oui, mais quid de la perte d'autonomie? Là, je vous ai parlé des grands principes généraux. Est-ce qu'il y aurait une exception, l'EHPAD, à la liberté d'aller et de venir, dans l'intérêt du résident? Ou tout simplement, est-ce qu'on est face à des structures qui auraient des contraintes telles qu'on pourrait restreindre cette liberté? Parce que ça, c'est un problème quotidien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pouvais que relever l'intervention qu'avait fait Michel Delaunay, alors ministre, en 2013,
puisqu'elle avait été approchée par M. Jean-Marie Delarue, qui est ni plus ni moins que le contrôleur général des lieux de privation de liberté, hein, donc c'est celui qui s'occupe en gros de gérer ce qui concerne les prisons, etc. Et son intervention faisait suite à une demande du ministère qui avait saisi la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui avait préconisé d'élargir le périmètre de compétence de cet homme-là, donc dont le rôle est de vérifier ce qui se passe dans les prisons aux EHPAD. C'est dire la vision qu'on pouvait avoir du caractère restrictif de liberté. Avec le tact qu'on lui connaissait, mais quand même une grande fermeté, Michel Delaunay l'a reçu, lui a expliqué, et vous verrez que ce sera sans doute notre conclusion, que bien évidemment, hein, l'autonomie du résident, notamment depuis la loi 2002, c'est l'astre supérieur, la liberté de dire, c'est l'astre supérieur qui commande chacune des décisions pratiques des EHPAD, mais qu'il n'était pas question aujourd'hui de rentrer dans une logique d'assimiler un EHPAD à une prison. En même temps, pour que vous compreniez bien les contextes qui nous amènent aujourd'hui à la loi 3A, et dans le même temps, elle faisait quand même une intervention, c'est le même mois, hein, à la suite de 4 décès, suite à des fugues, j'aime pas le terme, mais on y reviendra, et elle rappelait qu'en fait, il y avait vraiment un travail à faire tout de même sur des décès qu'on connaît, hein. Ce sont des gens qui sont partis, entre guillemets, avec des troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer importants, et qui derrière, dont une est morte de froid, le temps qu'on la retrouve. Oui, mais encadrer une liberté, c'est bien, mais vous savez, il y a un grand principe, c'est que l'homme, je parle de l'homme avec un grand H, hein, l'homme et la femme, en général, quand on essaye de leur enlever une liberté, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils la reprennent. Quasiment un an jour pour jour aujourd'hui. Vous avez tous vu cette histoire, le fameux résident de la maison de retraite anglo-saxonne qui a quitté l'établissement en cachette pour aller assister aux commémorations du débarquement en prenant ses médailles, c'est passé sur toutes les chaînes. Bon, c'est une évidence, au cas d'espèce, vous le savez, quand quelqu'un a envie de partir, on peut toujours essayer de le retenir, mais dans des structures comme les EHPAD, ça reste compliqué. Alors, puisqu'on est maintenant rentré dans le cadre de cette notion de liberté reconnue, on va commencer par les outils législatifs qui existent. La loi de 2002 ne nous parle pas, en tant que telle, de liberté d'aller et de venir. Mais elle prévoit, vous le savez, contrat de séjour, règlement de fonctionnement, etc., qui ont vocation à l'encadrer. Dès lors que vous commencez par encadrer une liberté, c'est que vous reconnaissez qu'elle existe. La charte des droits et libertés de la personne accueillie, quant à elle, fait expressément référence, parmi les droits que je vous ai tous cités, au droit à l'autonomie, à la liberté de circulation. Donc là, par contre, c'est le premier document, entre guillemets, dans lequel c'est écrit noir sur blanc, en dehors des décisions de justice. Au-delà de la loi, c'est une liberté qui a été reconnue par la pratique. Et vous avez différents outils, vous connaissez tous et toutes les fiches ANESM, mais dans l'outil Mobical notamment, on rappelait qu'il était important que les résidents en extérieur aient au moins une demi-heure par semaine en extérieur. Je vous rappelle que pour les prisonniers, c'est 1 heure par jour. Au niveau de la pratique, il y a un outil qui me semble extrêmement intéressant et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce qu'il a maintenant plus de 10 ans, mais il reste d'une actualité troublante. C'est le débat qu'il y a eu lors de la conférence du consensus sur la liberté d'aller et de venir. Alors c'est une conférence qui s'est tenue sous l'égide du ministère en 2004. J'ai eu le privilège et le plaisir de l'évoquer lors d'un colloque FNADEPA en Bretagne avec David Cos de la FEAP, qui était une des personnes qui a réalisé cette conférence. Donc c'était un parterre de juristes, médecins, directeurs, spécialistes, gens du ministère qui se sont réunis pour réfléchir sur cet élément-là. Le premier point qu'il pose sur cette liberté d'aller et de venir et qui me semble fondamental, c'est qu'ils la définissent. Ne vous trompez pas, la liberté d'aller et de venir, ce n'est pas le fait d'aller simplement d'un point à un autre. C'est beaucoup plus que ça. La liberté d'aller et de venir, et ils l'ont défini, ne peut être entendue seulement comme la liberté de ses déplacements, mais aussi comme le droit de prendre ses décisions elle-même et la possibilité de mener une vie ordinaire au sein de l'établissement qu'elle a choisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et il nous donne quelques clés. Je vous donne ces textes parce que tous ces éléments sont intéressants si vous avez des réflexions à mener et un problème un jour. C'est autant d'arguments, vous allez le voir ensuite quand on regardera la jurisprudence, pour démontrer que la responsabilité des établissements est très difficile à engager dès lors qu'on a respecté ces principes-là. C'est que le trouble du discernement et le trouble mental ne doivent pas du tout être mis au même niveau que le problème physique. Il y a vraiment 2 niveaux d'analyse à ce stade-là. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans cette conférence du consensus, c'est qu'ils ont organisé la réflexion. Alors je vous en ai extrait, elle est très longue, je vous en ai extrait les éléments principaux, mais ils ont organisé la réflexion autour de 5 questions. Et je trouve ça assez intéressant. La première, quelles sont les raisons qu'on peut invoquer pour restreindre, entre guillemets, la liberté? Les raisons architecturales, territoriales ne nous intéressent pas, au cas d'espèce, encore qu'on pourrait parler de la loi handicap dans les EHPAD, mais peu importe.
premier point, les raisons organisationnelles. Et là, on nous dit tout de suite, dans les établissements médico-sociaux, le projet de vie doit rester la préoccupation centrale. Retenez bien ça, on va en parler beaucoup dans le cadre de cette intervention. Raisons sécuritaires. Elles ne sont acceptables que si elles sont justifiées, précisées et connues, règlement intérieur, information de la personne. Vous notez que c'est une simple transposition des règles internationales si on raisonne une minute. On a le droit de mettre en place des restrictions. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient connues, posées et normées. Raisons médicales. Et là, on nous précise, les difficultés d'expression d'un consentement ne doivent jamais être établies à un état définitif et le pari d'une amélioration clinique doit être toujours envisagé. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a à un moment donné des troubles cognitifs importants qu'il faut partir du principe qu'il n'y aura jamais aucune amélioration et qu'il doit, entre guillemets, être exclu de toute sortie. Le propre de la maladie peut être d'altérer le discernement. Il est très rare que les capacités de discernement d'une personne soient amoindries ou altérées antérieurement sur tous les points. Vous le savez mieux que moi, j'ai des dizaines de cas et je suis régulièrement saisi sur des problèmes de maltraitance. On sait très bien que même des gens atteints de troubles cognitifs importants sont capables de manifester, au-delà d'un consentement juridique pur, des envies, des pulsions et des besoins. On a vu les raisons. Maintenant, comment est-ce qu'on apprécie, entre guillemets, les restrictions? Ça devient intéressant. Et on nous donne l'exemple d'un malade d'Alzheimer dans ce document-là. Par exemple, une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés ne doit pas se voir interdire systématiquement de sortir seule, sauf si la situation présente à l'évidence un danger pour elle. La famille et l'entourage doivent être associés à ces différents temps d'évaluation, bien évidemment, avec les professionnels et les bénévoles. Ça veut dire qu'on a déjà un certain nombre de clés, on va les retravailler ensuite, mais on l'a compris, le contrat de séjour, le règlement intérieur, le projet de vie, et on a aujourd'hui, on nous dit en plus, l'adjonction de la famille dans tout ça qui doit nous permettre de créer un socle. Quelles doivent être les conditions d'application des raisons invoquées pour justifier des restrictions au principe? C'est très intéressant, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais je vais vous en dire deux mots. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Je veux que vous compreniez que là, on est sur un parterre de spécialistes, et la question qui se posait, c'est est-ce qu'on doit légiférer ou pas? Est-ce qu'on doit faire une loi, et on va en parler avec la loi 3A, qui doit dire, entre guillemets, oui, non, on peut sortir, on ne peut pas sortir, voilà comment. Et ils étaient très partagés entre eux, parce qu'il est quand même très difficile. Alors certains nous ont dit qu'il faut absolument mettre en place une loi qui réforme, entre guillemets, la protection des majeurs, etc. Parce qu'on est sur une atteinte au principe fondamental de la liberté du domicile, au principe fondamental de la liberté d'aller et de venir. Et d'autres nous ont dit, mais non, c'est l'inverse. Et si vous le faites, vous allez stigmatiser, entre guillemets, une population alors qu'il y a déjà des outils. Donc à ce stade-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas pu apporter une réponse juridique, ils ont donné quelques réponses pratiques. Et ils ont dit ce qui serait bien, c'est d'envisager de privilégier des réponses notamment humaines, avec des exemples donnés et organisationnels. Donc maintenir le contact à tout prix avec la personne, une présence humaine à la porte de l'établissement susceptible de réagir rapidement et de manière adaptée, architecturale, une recherche de la meilleure réponse en matière de qualité d'espace, avec des zones limitées. Ils font référence ici au Cantou et au développement de ces zones. Moi, je trouve ça très intéressant. Après, de manière pragmatique, mettre des gens à l'entrée qui vérifient partout, je ne suis pas forcément contre, mais ça pose quand même un problème de moyens financiers. Mais l'idée du principe posé est là. Quand vous irez négocier vos budgets avec les autorités de tarification, ressortez lors la conférence du consensus. Autre point qui soulève les problèmes de médication, bien évidemment. La contention qui est interdite, on en parlera. Et puis surtout, et ça ce sont des points importants, les conditions d'application de la restriction. Toute restriction d'aller et de venir n'est envisageable que si son bénéfice l'emporte sur les risques éventuels induits par le maintien de cette liberté. Et là on retombe sur ce qu'on vient de dire. Toute décision de confinement doit faire l'objet d'un protocole précis, motivé, porté au dossier de la personne, écrit sur un registre consultable par les autorités de contrôle et faire l'objet d'une information rapide à l'entourage. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne des clés. On vous dit que vous avez le droit de prendre des mesures, quelles qu'elles soient, même de sortie. Ce qu'on vous demande, c'est d'expliquer dans un document que vous pourrez produire pourquoi vous avez pris cette décision-là. Quatrième question, comment concilier d'éventuelles restrictions à la liberté d'aller et de venir en EHPAD? Deux principes directeurs. Chacun a le droit au respect de sa vie privée, vous le savez, et on doit rechercher systématiquement un consentement verbalisé ou non. Ça reste très théorique, mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Dernière question, et on va rentrer dans le dur, juste avant de rentrer dans la jurisprudence. Quelles sont les attentes et les responsabilités des usagers de leur entourage sur le dilemme entre liberté d'aller et de venir et obligation de soins, de sécurité des établissements? Notre problème, il est là. Votre problème, il est là. Quand vous avez quelqu'un dire oui, moi je suis d'accord pour le laisser déambuler, je suis d'accord pour le laisser sortir, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident derrière? Est-ce que moi, établissement, je ne suis pas responsable, entre guillemets, de cet événement-là? Alors, au cas d'espèce, encore une fois, ils reviennent sur le principe
chaque personne accueillie, le développement ou la préservation de sa liberté d'aller et de venir, de ses corollaires, dignité, intimité, doivent être précisés dans le projet individuel. Toute restriction individuelle de cette liberté qui serait supérieure aux restrictions collectives, c'est-à-dire tout simplement au règlement intérieur, aux règles applicables à tous, même ceux qui n'ont pas de troubles cognitifs, doit être déclarée, motivée, expliquée et révisée régulièrement. Ça peut être un outil intéressant, sortez-le, notamment si vous avez des échanges avec des familles, où il y a des désaccords entre eux, etc. et vous avez quelqu'un qui vous dit « mais moi je veux pas qu'elle puisse sortir ». C'est un des documents qui rappelle et qui formalise que c'est un droit, et que si on doit y porter atteinte, il faut avoir entre guillemets une démarche concertée et être capable de la justifier. Et je termine sur ce volet de la conférence dont je voulais vous parler, par les perspectives. C'était il y a 10 ans. Donc c'est intéressant de regarder les perspectives de ce qu'il y a 10 ans et de voir ce qu'on va faire demain avec le projet de loi qui est en cours. On y revient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il souligne, entre guillemets, la difficulté de savoir s'il fallait trancher ou pas par la mise en œuvre d'un processus législatif, notamment sur la notion de consentement à l'admission. D'une manière générale, pour eux, ils considéraient qu'il était plus efficace pour le moment de faire évoluer les pratiques dans le respect de la volonté des personnes, même en difficulté, de l'exprimer par des mesures influant directement sur ces pratiques, elles-mêmes à condition qu'elles soient contrôlées et évaluées. Autre point, vos évaluations internes et externes. Ça, ce sont des outils extrêmement intéressants. Le jour où il y a un contentieux en responsabilité, il est évident que contrat de séjour, règlement, projet de vie, évaluation externe, si vous avez tout ça ouvert, c'est pas parce que la personne, et je vais vous le démontrer ensuite, sera sortie, entre guillemets, à un moment donné, qu'il sera arrivé quelque chose, que votre responsabilité sera engagée. Ils demandaient qu'une réflexion soit engagée sur ce thème. Deux derniers points en termes des préconisations. Ils appelaient une réforme de la loi, par contre, sur les incapables majeurs, avec notamment, et ça c'est intéressant, vous allez voir les développements qu'on va avoir après sur la personne de confiance, avec notamment une personne chargée de représenter ou de l'assister dans l'éventualité où ils seraient privés de leur discernement. Et là, on est sur des professionnels. Et ils avaient compris qu'il y a aussi une situation qui est propre à l'EHPAD, c'est que vous pouvez admettre à un moment donné quelqu'un qui est en situation de consentement ou en tout cas de discernement, et dont l'état va se dégrader. On connaît la durée de vie en EHPAD, on sait qu'elle est quand même en moyenne assez faible et qu'on a des gens de plus en plus avec des troubles cognitifs importants. Donc on peut avoir une situation qui se dégrade et ils avaient en tête que là où la justice met naturellement plusieurs mois, plusieurs années à trouver des solutions parfois palliatives de mise sous protection, il faudrait réfléchir à un système qui nous permettrait d'avoir des solutions plus rapides en pratique. Et le dernier point, et on rentre au cœur entre guillemets de la problématique de la jurisprudence qu'on va évoquer ensuite, la crainte de la judiciarisation. C'est-à-dire que dès 2004, après cette loi de 2002 qui est venue porter le résident comme un sujet de droit autonome, donc qui peut prendre des risques et donc qui peut mettre sa vie en danger et donc mourir par ses choix, la crainte c'était que les établissements aient très peur de ces situations, aient très peur des mises en responsabilité et mettent en œuvre des mesures contraignantes qui auraient visé à enfermer entre guillemets ou à verrouiller les structures, non pas par plaisir, mais tout simplement parce qu'elles ont peur de la mise en cause de leur responsabilité en tant qu'établissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, ils avaient demandé une analyse et un travail statistique qui n'a jamais eu lieu. Alors, il n'a jamais eu lieu dans le sens où ils l'ont entendu. Mais il a eu lieu, entre guillemets, d'une autre manière. Il a eu lieu parce qu'à un moment donné, il y a eu des contentieux. Et là, maintenant, depuis 12 ans que la loi existe, on a quelques idées de ce que les juges sont amenés à décider. Rapidement, pour que vous mesuriez bien la portée des contentieux dont je vais vous parler de manière précise, c'est intéressant, les cas pratiques. Retenez qu'il y a deux problèmes qui se posent en droit. Le premier va concerner la matière civile, la responsabilité civile. Donc là, on est dans un contentieux civil entre le résident, éventuellement sa succession s'il est décédé, et l'établissement. En gros, on est uniquement sur un problème financier, avec éventuellement des interventions assurantielles dans le cadre d'un contentieux civil. Dans ce cadre-là, après un certain nombre de discussions, sachez que la Cour de cassation s'est orientée vers une notion de contrat. Puisqu'en matière de responsabilité civile, il y a deux règles. La responsabilité délictuelle, c'est le fait de porter atteinte à quelqu'un, par soi-même, par une chose, responsabilité du fait d'autrui, responsabilité du fait des choses, responsabilité propre, donc cause, préjudice, faute, préjudice, dommage. Et la responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle, c'est autre chose. J'ai un contrat, j'exécute mal mon contrat, ce ne sont pas les mêmes articles du code, ce ne sont pas les mêmes règles. La Cour de cassation s'est orientée vers ce deuxième item, ce qui est très logique, parce qu'elle valide à ce niveau-là la notion de contrat de séjour. Et même s'il n'est pas formalisé, elle considère qu'entre le résident et l'établissement, il y a un contrat, et c'est plutôt une bonne chose dans le raisonnement. En matière pénale, donc civil, pénal, après on va voir des cas pratiques. En matière pénale, donc là on va devant le correctionnel, la cour d'assises, etc.
Retenez que je ne vais pas vous parler des délits intentionnels parce que ça n'a pas de sens. Hein. Quand vous frappez quelqu'un, quand vous l'enfermez, je ne pense pas que ça nécessite de manière volontaire, je ne pense pas que ça nécessite de grandes discussions. Les problèmes que l'on a au quotidien, ce sont les délits non intentionnels. Il se passe quelque chose, je n'avais pas l'intention de mettre quelque chose en place. Dans ce cadre-là, première chose, soit le directeur ou l'agent en question est l'auteur direct, auquel cas sa responsabilité peut être beaucoup plus facilement engagée puisqu'il est l'auteur direct. Mais c'est très rare en pratique. On a rarement des cas, à part de la maltraitance avérée, mais on a rarement des cas comme ça. Soit il est l'auteur indirect, c'est ce qui nous fait souvent le plus peur. C'est-à-dire en dire « Ah mais moi je ne peux pas être derrière toutes les équipes » ou « Moi je suis l'infirmière, je ne peux pas être derrière tout le monde ». Et auquel cas sa responsabilité peut être engagée, mais pour ça, il y a des conditions spécifiques et il faut soit une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou un règlement, soit une faute caractérisée. C'est-à-dire que là, le risque, il est multiplié par les situations. Par contre, il est très difficile en pratique d'aller vous chercher en responsabilité si vous n'êtes pas l'auteur direct. Sur le terrain pénal, retenez que le procureur de la République reste seul maître des procédures et que j'ai de nombreux cas, ça fait l'objet d'autres interventions, mais où je pourrais vous démontrer que bien souvent, c'est bien l'auteur de l'infraction qui est poursuivi et pas le personnel autour. Vous avez un cas de maltraitance, ça peut être l'ASH, l'infirmier, l'aide-soignant qui est l'auteur de la maltraitance qui est poursuivi tout seul, sans que l'établissement, je vous parle au plan pénal, je ne vous parle pas de responsabilité financière, sans que l'établissement, son directeur, son président, peu importe, soit poursuivi au titre de la responsabilité indirecte. Quelques exemples, parce que là, je suis obligé de vous faire la théorie, mais il faut rentrer un petit peu dans la pratique pour vous convaincre. Une jurisprudence assez récente, avril 2014, vous voyez là tout juste un an. Un patient fugue, alors j'aime pas ce terme, je préfère le terme départ vers d'autres contrées, non consentis et inquiétants pour les équipes. Mais c'est le terme fugue qui apparaît partout. En pleine nuit, dans l'établissement gériatrique, il s'agissait de quelqu'un qui avait été admis suite à un accident vasculaire cérébral. Les proches du patient, qui était décédé, faisaient grief à l'arrêt de rejeter, donc ça veut dire que déjà, les juridictions du fond et la cour d'appel avaient rejeté leur demande. Les demandes de dommages-intérêts à l'encontre de l'établissement. À l'appui de sa demande, la famille invoquait un défaut de surveillance de la part du personnel. La cour considérait que le patient, alors âgé de 80 ans, victime d'un accident vasculaire, semblait désorienté dans l'espace et dans le temps, donc on avait bien les troubles cognitifs que vous connaissez, mais n'était pas agité avant qu'il lui arrachait sa perfusion. Que son état n'exigeait cependant pas alors des diligences particulières, telles que la mise en place d'une surveillance constante, des mesures de contention ou l'administration de sédatifs. Nous sommes sur un EHPAD, nous ne sommes pas sur une structure fermée psychiatrique. Donc la Cour de cassation vous dit, liberté d'aller et de venir, l'EHPAD ne peut pas être mis en cause. Autre exemple, pour une chute. Au cas d'espèce, une résidente est victime d'une chute dans les escaliers de l'établissement, fracture du poignet et du col du fémur. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt de 2012, nous donne une analyse extrêmement intéressante. Elle rappelle quoi? Encore une fois, c'est toujours le même raisonnement, que l'EHPAD n'est pas un établissement psychiatrique fermé. Ce qui pose d'ailleurs la question des quantous, et à mon avis, il faut être beaucoup plus prudent dans ce genre de structure fermée. Là encore, au visa de la signature du contrat de séjour, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a un respect de la liberté d'aller et de venir, qui est une liberté fondamentale reconnue aux personnes âgées. Ce qui veut dire que l'EHPAD ne peut pas être astreint, à la différence d'une structure fermée où on a une interdiction de sortir parce qu'on y a été mis de force. Eh bien, l'EHPAD ne peut pas être soumis à une obligation de sécurité de résultat. Et c'est ça qui est fondamental. Il est tenu à une obligation de vigilance de moyens, mais pas de résultat. Dès lors que ce n'est pas une obligation de résultat, il va falloir démontrer que l'erreur qui a été commise est d'une ampleur telle que la responsabilité doit être mise en cause. Elle n'est pas automatique, contrairement à ce qu'on peut penser. Loin s'en faut. Et au cas d'espèce, elle nous dit quoi dans l'exemple concret? La victime ne peut reprocher à la résidence de ne pas lui avoir interdit l'accès de l'escalier intérieur, alors qu'il était mentionné dans les renseignements donnés à l'admission que celle-ci était valide, se déplaçait seule et n'avait pas fait de chute antérieurement. L'importance du dossier d'admission. Cette autonomie était au demeurant soulignée dans les conclusions de la victime, ainsi que dans les attestations produites, de telle sorte que l'existence de vertiges et une désorientation temporo-spatiale, ce qui veut bien dire qu'elle avait quand même des troubles, mentionnés lors de l'admission, ne pouvait justifier des mesures spécifiques pour lui interdire de prendre un escalier. C'est-à-dire qu'on savait qu'elle avait des problèmes spatio-temporels, mais à un moment donné, aucun médecin, personne n'a dit, entre guillemets, dans l'équipe, qu'on devait lui interdire de déambuler parce que ces troubles étaient à tel point évolués qu'il aurait été dangereux. De plus, l'obligation de vigilance n'implique pas une surveillance permanente des faits et gestes de la résidente, même si son médecin traitant avait indiqué dans les renseignements préalables à l'admission la nécessité d'une surveillance constante. Ça, c'était ceinture et bretelles.
Une telle surveillance étant incompatible avec la liberté d'aller et de venir, et n'étant pas prévue dans l'avenant signé par le Fils. Ah, on y vient. Vous voyez ce que je vous disais depuis le départ, toujours les mêmes outils. Et là, le juge dit, oui, c'est arrivé. Bon, mais dès lors que vous ne me dites pas que l'escalier avait des problèmes de malfaçon et que l'escalier était conforme aux normes de sécurité, l'établissement n'a pas commis de faute. Un autre, pour vous montrer que ce que je vous dis, ce n'est pas deux cas isolés. Monsieur B accueilli, donc là c'est la cour administrative de Lyon, donc on devait être sur une structure publique. Je vous ai mis du privé et du public pour vous montrer que le raisonnement est exactement le même. Considérant que Monsieur B a été accueilli dans un centre long séjour conçu pour des patients ne relevant pas d'un enfermement psychiatrique, encore une fois en étant EHPAD, qu'il n'appartenait pas à l'établissement concerné de discuter le choix fait par le médecin, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été placé en structure psychiatrique, au moment de l'admission. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du procès-verbal d'audition. Alors ce cas est intéressant. En date du 6 décembre 1999, du directeur d'hôpital, en fait il s'était échappé entre guillemets en passant de la cafétéria et en sortant par le jardin. Et on nous dit, lequel était entouré de toutes parts par des murs et des grillages d'au moins 2 mètres de haut, et d'autre part que la porte de la salle à manger était dotée d'un digicode. J'ai vu le digicode dans tous les établissements. Alors c'est assez marrant, des fois c'est le code postal, des fois c'est le code postal à l'envers, mais en général c'est écrit dessus. Donc c'est vraiment une pratique assez courante. Non mais c'est intéressant, c'est-à-dire on part du principe si vous pouvez lire le code, vous pouvez sortir. C'est une pratique que je trouve assez intelligente et amusante. Mais c'est ce qu'ils avaient ici. Doté d'un digicode dont le numéro était connu du seul personnel de l'établissement, que dans ces conditions, eu égard aux obligations qui incombaient à l'établissement, la seule circonstance que Monsieur B ait pu s'échapper, il a suivi quelqu'un qui sortait. Vous connaissez comme moi la problématique. Ne suffit pas à établir un défaut de surveillance de nature à engager sa responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, alors même qu'il présentait, selon les termes du médecin psychiatre, une tendance à fuguer nécessitant des moyens appropriés. Donc encore une fois, on est sur des gens pour lesquels il y avait des problèmes qui avaient été isolés, mais où on n'avait pas considéré qu'un enfermement était nécessaire. Ce qui avait été bien fait dans la structure, c'est qu'on avait tous les moyens classiques et qu'on avait tous les documents qui ont permis de démontrer que c'était la première fois qu'un élément de ce type se réalisait. Je vous ai mis bien entendu une hypothèse, alors il y en a très peu, où la responsabilité a été retenue pour que vous voyez dans quel cas on peut, entre guillemets, chuter et être condamné. Au cas d'espèce, c'est la Cour d'appel de Toulouse. Ce qui est intéressant dans l'arrêt, c'est qu'elle a commencé par rappeler en principe cette obligation de moyens et la liberté d'aller et de venir. C'est-à-dire qu'elle ne remet pas du tout en cause ce que je vous ai dit, bien au contraire. Elle le pose comme principe. Mais ce qu'elle nous dit, c'est qu'au cas d'espèce, la personne en question, donc qui était désorientée, confus et qui avait chuté, qui était décédée, elle avait fait 4 fugues, 4 départs non concertés dans un délai de quelques mois. Et rien n'avait été fait. Et là, on peut comprendre par rapport à tout ce que je vous ai dit qu'on est dans une situation bien différente. C'est pas la personne que l'on suit pour qui on a fait un protocole, qui a fait un départ, éventuellement un deuxième. Voilà, c'est quelqu'un qui vraisemblablement en était à sa 4e sortie. Ça faisait 4 fois qu'on le récupérait dans des circonstances et où rien n'avait été fait pour envisager un autre type de placement ou en tout cas une modification. Donc, ça ne me semble pas, entre guillemets, être une situation de nature à aggraver tout ce que je viens de vous expliquer, bien au contraire. On avait au cas d'espèce tout un tas d'éléments, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais qui en plus dans le dossier médical auraient dû alerter l'établissement. Donc on est vraiment dans un cas très spécifique où ils auraient vraiment dû prendre la mesure de la situation. Dans tous les autres cas, les établissements ont été exonérés, tout ça pour vous montrer que la responsabilité est très difficilement mise en cause. Vous ne pourrez pas empêcher le procès, vous ne pourrez pas empêcher la famille de faire un procès. Par contre, les cas de condamnation restent relativement rares, la plupart du temps on s'en sort. Ces éléments sont intéressants, retenez-les. Si un jour vous aviez un conflit quelconque, ça permettrait éventuellement à votre conseil, conférence du consensus, loi 2002, jurisprudence, de monter un dossier assez solide en défense, sous réserve bien évidemment que, on va en parler ensuite, vous rentriez dans les clous de la loi. Au contraire même, notez qu'il y a des contre-arguments pour aller encore plus loin. C'est qu'il y a pas mal de structures qui ont été condamnées pénalement pour de la contention ou de l'entrave. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Non seulement il y a la liberté d'aller et de venir, mais en plus, si vous êtes trop restrictif, on vous condamne. Il y a cette jurisprudence qui est intéressante. Le fait d'entraver même légèrement les mouvements du corps d'aller et de venir constitue des violences légères. Il s'agit de violences volontaires n'ayant pas entraîné l'incapacité. Au cas d'espèce, c'était une contravention. Le cas d'ensuite est intéressant. Il est un peu ancien, mais il reste d'actualité. Enfin, j'espère pas dans les pratiques, mais en tout cas d'un point de vue juridique. C'est une structure qui, par peur, entre guillemets, notamment de nuit, de 18h30 au matin, c'est une période qui est difficile, en sous-effectif, il y a moins de personnes présentes, avait eu la bonne idée, en gros, d'enfermer un tiers des résidents, quoi. Je vois que vous riez, mais ce sont les faits de l'espèce. Mais c'est des pratiques parce que les gens ont peur, les structures ont peur, ne savent pas le gérer, et à un moment donné, on s'est dit, on va les enfermer. Bon, ils ont été condamnés, lourdement. Et vous n'avez pas le droit d'enfermer les gens, sans motif. C'est pénal.
De telles mesures n'avaient pour but que d'assurer la tranquillité de la direction et du personnel de nuit en quantité insuffisante et étaient de nature à aggraver la perte d'autonomie des patients concernés. Encore une fois, ce n'est pas l'interdiction de sortir, c'est même pas la contention, c'est le fait que ça a été fait de manière générale, non individualisée, sans travail par personne, mais de manière automatique sur des morceaux entiers de la structure qui pose problème. Voilà l'analyse de la jurisprudence. J'espère vous avoir convaincu qu'à ce stade du droit et de l'état du droit, il y a quand même beaucoup de solutions pour les établissements, entre guillemets, en cas de contentieux, et que le risque existe, mais qu'il faut quand même le modérer parce que les magistrats ont bien eu conscience, et la pratique a bien eu conscience, que s'ils étaient trop répressifs, la conséquence, ce serait l'atteinte à la liberté d'aller et de venir. Alors, ça devient intéressant puisque on est en ce moment en train de parler du projet de loi 3F, ça fait un moment qu'on l'attend, c'est un peu l'Arlésienne, mais pour quelqu'un qui habite Nîmes, vous noterez que c'est marrant de parler de l'Arlésienne. Il va arriver, puisqu'il vient de passer maintenant en première lecture au Sénat. Et je me suis amusé à un petit exercice. Alors, ce que je vais vous dire n'est pas définitif, puisqu'il faudra attendre le texte définitif. Mais à venir vous voir, j'en ai profité. Je me suis livré à un petit exercice intéressant. J'ai sorti un petit travail de bénédictin que j'ai fait avec Valentine, la juriste de la FNADEPA. J'ai sorti les nouveaux membres de phrase. Vous savez, c'est une loi fantastique où on vous sort un projet de loi et on vous dit dans tel article, vous allez rajouter tel mot. Dans tel article, vous allez rajouter telle phrase. C'est-à-dire que si vous le lisez comme ça, c'est totalement illisible. Donc je me suis amusé dans un premier temps à mettre les bouts qui avaient été changés dans les articles. Pour l'Assemblée nationale, c'est ce que j'avais fait l'année dernière pour le congrès de la FNADEPA. Là, comme on a le texte du Sénat, je me suis amusé à le mettre en parallèle avec le texte de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse bien voir les différences. Et je trouve que les amendements qui ont été apportés au Sénat sont extrêmement intéressants. Premier point, l'article 22 de la loi viendrait modifier l'article 311.3, qui, vous savez, est le socle dans le Code de l'action sociale et des familles, des droits d'autonomie. C'est un des articles phares qui est issu de la loi 2002, qui prévoit notamment, entre guillemets, l'énoncé des droits. Et, ben voilà, il n'y avait qu'à demander. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de source législative, hormis la charte, ça y est. Et de son droit d'aller et de venir librement. Ce sera écrit dans la loi. Mais ne vous trompez pas, hein, c'est pas du tout une contrainte. C'était une bataille de tous les syndicats et de toutes les fédérations, puisque je viens de vous expliquer que c'est sur la base de cet article, de cet élément-là, qu'en général, on arrive à exonérer la responsabilité des établissements en me disant « mais ils ont un droit à la liberté d'aller et de venir ». Donc ça, c'est une bataille des fédérations pour que ça soit écrit dans la loi et reconnu. Ce serait fait. Et c'est même rajouté au troisièmement de l'article, notamment sa capacité d'aller et de venir. L'article L311.4 qui suit, lui aussi serait modifié. Donc en noir, c'est le texte actuel, en vert, c'est les parties rajoutées, afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés. Boum, on vous en remet une couche. On vous parle livret d'accueil, surtout, on vous met la charte est affichée dans l'établissement ou le service. C'est déjà le cas partout, dans toutes les structures où je vais, ça y est. Mais cette charte, je vous l'ai dit, elle aussi, elle affirme le droit de la liberté d'aller et de venir. Donc c'est une deuxième source supplémentaire qui est portée à la connaissance de tous, y compris des familles, avec un socle juridique derrière. Point intéressant, un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge. Un document individuel de prise en charge, c'est une espèce d'ovni juridique. Je vous en dirai un mot parce qu'il nous en parle ensuite. Mais alors ce que c'est, avec qui c'est conclu, par définition avec personne, c'est quand même assez étonnant pour de la responsabilité contractuelle, mais c'est comme ça. Avec la participation de la personne accueillie ou, le cas échéant, de son représentant légal dans le respect des conditions prévues à l'article, etc. Et notamment celle de son article 459.2. Je vous l'ai cité. Parce que ça aussi, c'est un élément de plus. C'est l'article qui rappelle que, en termes de liberté de déplacement, etc., on ne peut normalement pas admettre une personne sans qu'elle puisse choisir sa résidence, hors placement. Donc ça, c'est un argument supplémentaire pour démontrer que la personne, quand elle vient chez vous, elle est censée être dans une situation consentie. Si ce n'est pas elle, en tout cas, c'est au moins au niveau de la famille. L311.4, suite. Et là, on commence à rentrer dans les différences entre l'Assemblée nationale et le Sénat. La partie en vert, lors de la conclusion du contrat, etc., du consentement, s'assure du consentement de la personne accueillie sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article. Donc c'est celui qui vous dit que la personne doit rester chez elle sauf son consentement et sauf placement entre guillemets par le conseil de famille. Il s'assure également de la connaissance. Le texte du Sénat est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rajouté un membre de phrase, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance. Et ça, c'est un des éléments que le Sénat a rajouté, et vous allez voir dans d'autres articles, ils sont en train de faire monter en puissance la personne de confiance, qui est à mon avis la seule solution pour les établissements aujourd'hui
pour faire face aux problèmes palliatifs de la perte rapide ou de la dégradation rapide du consentement. Désigné en application de l'article, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, si besoin, voilà, ça devient intéressant, si besoin, avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement. Ça y est, on s'est enfin rendu compte au bout de 12 ans qu'il fallait peut-être mettre en première ligne le médecin coordonnateur et les sachants, parce qu'à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui est plus capable que les autres de nous dire si la personne a un problème de consentement, c'est peut-être lui. Le consentement de la personne accueillie, etc. Et assez intelligemment, on renvoie pour certains points à des conditions par décret. Pourquoi ? L'avantage, c'est que ce n'est pas gravé dans le marbre et que ça pourra être précisé. Et on continue. Projet initial, toujours dans l'article L311.4.1, ça c'est extrêmement intéressant. On vous parle du contrat de séjour et on vous dit, si nécessaire, il pourra être mis en place une annexe précisant les adaptations à apporter aux contraintes prévues par le règlement de fonctionnement. Donc, ce que je vous disais, les droits collectifs, règlement de fonctionnement, rien à faire. C'est quand on va au-delà et qu'il y a plus, entre guillemets, de sécurisation. D'aller devenir le résident. Elles doivent être proportionnées à son état, aux objectifs, etc. Le Sénat va encore plus loin. Le contrat de séjour peut comporter. Oui, c'est bien de le dire, c'est pas une obligation. S'il n'y a pas lieu de restreindre la liberté, c'est pas la peine de faire une annexe pour le plaisir de faire une annexe ou de modifier le projet de vie si c'est pas nécessaire. Ces mesures doivent être proportionnées, etc. Elles sont définies. Et ça, j'aimerais vraiment que ce morceau-là reste. J'espère que les fédérations vont se battre parce qu'à mon avis, c'est très important. Elles sont définies après examen du résident et au terme d'une procédure collégiale mise en œuvre à l'initiative du médecin coordonnateur et qui associe l'ensemble des représentants de l'équipe médico-sociale de l'établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices, des risques et des mesures envisagées. Ça, c'est le meilleur argument possible pour trouver une solution adaptée et pour permettre à l'établissement d'envisager le maintien du résident avec une certaine autonomie, sans engager sa responsabilité. Il ne s'agit pas de se déresponsabiliser, il s'agit d'avoir réfléchi à un moment donné avec des gens qui savent, avec une équipe pluridisciplinaire, d'avoir pris une décision en associant la famille et ensuite de l'appliquer. Si l'état se dégrade, s'il se passe quelque chose, avenant au contrat de séjour, on reviendra dessus. Ça, c'est vraiment une mesure très intéressante que le Sénat propose. Protection juridique des majeurs. L'article 471.6 du CASF serait modifié. On vous parle d'une notice d'information à laquelle est annexée la Charte des droits des personnes âgées protégées. De nouveau, on la remet en exergue. Et on vous dit, ça c'est intéressant, que le document individuel de protection des majeurs qui vaut le cas échéant un document individuel sera de prise en charge pour l'application de l'article, etc. Ça veut dire qu'on ne sait pas aujourd'hui comment on conclut le document individuel. Parce que quand vous lisez le texte, c'est ce fameux cas où le contrat de séjour ne peut pas être signé. Mais quand vous lisez le texte aujourd'hui, on a l'impression qu'il vise que le cas où la personne refuse de le signer. Il ne vise pas vraiment le cas où elle n'est pas en capacité de le signer. Ce n'est pas écrit comme ça. Or là, on vous dit, dès lors que la personne sera considérée comme incapable, majeur au sens juridique du terme, le document qui sera donné au mandataire, il vaudra document individuel. Donc ça veut dire que vous pourrez faire votre contrat de séjour unilatéral via un document unilatéral qui sera opposable. Vous noterez que là encore, on affiche, je passe vite là-dessus parce que ça c'est moins intéressant, la notion de, afin de garantir l'exercice du droit effectif, c'est la version Sénat qui est en dessous, de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance. Ça veut dire qu'on vous donne encore un argument supplémentaire en vous disant que le fait de ne pas laisser la personne aller et venir, c'est un cas de maltraitance. Autre argument intéressant, L311.5.1 nouveau. Projet initial, projet du Sénat. On va aller directement sur celui du Sénat parce qu'il est plus compté. Lors de toute prise en charge dans un établissement ou service social ou médico-social, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l'a déjà fait, une personne de confiance. On nous rajoute, la personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l'aide dans l'expression de son consentement pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge. Là, le Sénat est en train de faire monter en puissance ce que tout le monde dit, la personne de confiance. Encore une fois, dans l'hypothèse où on n'a pas le temps de mettre en place une mesure de curatelle ou une mesure de tutelle, on a besoin d'un interlocuteur rapide dans le temps, la personne de confiance, pendant cette période de transition. Il ne s'agit pas de ne pas mettre les gens sous protection si nécessaire. Mais aujourd'hui, moi j'ai des structures où si j'écoute les directeurs, notamment avec ou des directrices, notamment avec des structures lourdes, tous les résidents devraient être mis sous tutelle ou sous curatelle. Sauf que la tutelle ou la curatelle, ce n'est pas forcément une mesure que la famille veut. Il n'y a pas forcément de conflit, il n'y a pas forcément de besoin. Donc là, quand vous aurez une personne de confiance, vous aurez enfin un interlocuteur validé par la loi pour vous permettre de prendre les décisions, surtout si l'état se dégrade.
Oui. Oui. Pas nécessairement. La personne de confiance, c'est vraiment autre chose. Voilà, on parlera à la fin. On peut penser que ça pourrait être la personne de confiance, sauf si la personne de confiance a été désignée à un moment donné et qu'ensuite il y a eu un conflit, par exemple ça va être quelqu'un de la famille, il y a eu un conflit et qu'à défaut de pouvoir désigner quelqu'un, c'est le juge qui le fixera. Dernier point avant de conclure, très très important cet article-là. On va modifier, et là le Sénat n'y a pas touché, on va modifier le code de la santé publique. Pourquoi? Pour venir préciser que maintenant tous les médecins, jusqu'à maintenant ce n'était le cas qu'en structure d'établissement de santé, vont être tenus de mettre en place une sauvegarde lorsqu'ils estimeront que les résidents ont des troubles cognitifs qui leur permettent, entre guillemets, plus d'assurer le consentement normal. Ça veut dire qu'on est en train véritablement de mettre le médecin coordonnateur dans une position centrale et de permettre, entre guillemets, à chaque fois qu'il y aura un problème, de ne pas rentrer dans les vicissitudes qu'on a actuellement, avec les difficultés que vous connaissez toutes et tous, de les 2 certificats médicaux, la famille, le machin, etc. On aura une procédure d'urgence mise en place par les médecins. Je vous dirai en conclusion quel est l'écueil de ce point-là, mais ça c'est un point important. Alors, on est dans les temps. Après tout ça, il faut conclure. J'ai envie de vous dire que, est-ce que la liberté d'aller et de venir, c'est pas la plus grande des libertés? J'aurais tendance à vous dire oui. Pour tout vous dire, pour être honnête avec vous, puisqu'on se dit tout, je la mettais au même pied qu'une autre. J'ai fait un congrès cadre de la FNADEPA à Angers il y a 2 ou 3 mois, et il y a quand même d'autres libertés qui sont importantes. Parce que quand on arrive à un certain âge et qu'on a, entre guillemets, des difficultés à se déplacer, qu'on commence à avoir des problèmes spatio-temporels, des troubles cognitifs, si on avait beaucoup d'argent, une belle voiture, on ne peut plus la conduire. Si on avait une très belle maison, on n'y est plus. J'aurais tendance à vous dire, il nous reste quoi? Il nous reste les plaisirs les plus simples et les plus élémentaires. Hein, l'astre principal, nous disait Madame Delaunay. Le fait de pouvoir aller bouger, me balader, elle n'est pas là, mais d'aller voir Françoise si j'ai envie d'aller la voir, sans pour autant que mon consentement d'aliéner ou de vendre un bien existe. C'est pas parce que je ne peux pas vendre ma maison ni engager des dépenses que je ne sais pas que j'ai envie d'aller la voir. Alors moi j'avais en tête une autre liberté qui me semblait importante, et j'en avais rigolé, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais j'en avais rigolé à l'époque en conférence, mais la sexologue était passée juste avant moi, et comme elle m'a expliqué que tous les gens qui avaient eu des fonctions d'encadrement ou de direction étaient les plus sujets à l'impuissance après 65 ans, parce que vous savez qu'en structure, il y a aujourd'hui une réalité, c'est que il y a des études qui ont été faites et qu'il y a de plus en plus de rapprochements de personnes dans le cadre de la fin de vie et d'activités. Et à partir de 80 ans, la vie entre guillemets des femmes, la vie sexuelle des femmes notamment, ou la vie amoureuse des femmes diminue faute de combattants, parce qu'elles vivent beaucoup plus vieilles. Et donc moi je m'étais dit, pour ceux que malheureusement la vie aura séparé de leur conjointe et qui tiendront le coup, ils auront peut-être dans une deuxième partie de leur vie la chance de devenir peut-être ce qu'ils n'avaient même jamais été, un objet de convoitise. Sauf que, en tout cas, tous ceux qui auront eu des fonctions de responsabilité, j'allais dire au directeur, tenons bon. Sauf qu'on nous a dit que tous ceux qui avaient plus de 65 ans et qui étaient à la retraite étaient, entre guillemets, les premiers touchés par des problématiques ensuite. Donc j'ai abandonné. Donc j'en suis venu à la conclusion que c'était sans doute la liberté la plus fondamentale. Que dire sur ce projet de loi? Moi, je trouve qu'il est très intéressant, et c'est pas étonnant parce qu'il est le fruit d'une concertation. Et c'est souvent intelligent. Toutes les fédérations ont été consultées. Donc, la notion de consentement consacrant la liberté a été, à mon avis, bien travaillée. 2, la notion de protection de sauvegarde a été bien mise en place. 3, l'obligation de formalisation des atteintes dans le contrat de séjour, c'est un des meilleurs moyens de protéger les établissements et les restrictions données aux personnes. Le texte actuellement au Sénat est à mon avis de meilleure qualité, mais c'est normal, il est travaillé, que la version de l'Assemblée nationale, et j'espère que ces amendements seront maintenus. Affaire à suivre. Sur la responsabilité, on a laissé au juge, vous l'avez compris, il n'y a pas eu de fonds de garantie qui ont été mis en place, qui ont entraîné peut-être une déresponsabilisation, il n'y a pas eu de normes, on a laissé au juge l'appréciation de la faute. Mais on leur a donné énormément de clés pour, entre guillemets, protéger les établissements, dès lors que ces derniers ne feront que respecter la liberté de venir, qui viendront devant les juges avec un contrat de séjour qui tient la route, avec une annexe, avec une personne de confiance. C'est pas parce qu'il y aura eu, entre guillemets, une difficulté qu'ils seront condamnés. Donc c'est extrêmement intéressant sur ce point. Quelques limites quand même. Moi j'ai un peu peur, alors je trouve que le projet du Sénat est extrêmement intéressant sur la notion d'équipe pluridisciplinaire lors de l'admission. Pourquoi? Parce que lors du colloque l'année dernière, j'avais dit, si on dit aux médecins co, vous êtes maintenant systématiquement responsable tout seul
à l'admission d'établir le consentement et de mettre en œuvre une procédure de sauvegarde, j'ai peur que dans certaines structures, on ait 100% des gens admis qui soient entre guillemets envoyés en procédure de sauvegarde. Autant vous dire que ça va exploser et que les procédures de sauvegarde mettront des mois à aboutir. Donc le Sénat a eu l'intelligence de rajouter un amendement en parlant d'équipes pluridisciplinaires. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser, mais de faire en sorte que la responsabilité soit mieux répartie et plus intelligente. Quand on est 4 ou 5 à réfléchir entre professionnels et à différents stades entre guillemets de l'équipe, on le fait mieux que si on est tout seul, parce qu'au cas d'espèce, on peut avoir des craintes. Deux, moi, il y a des outils extrêmement intéressants. Je vous dis que la conférence du consensus était contre tout procédé électronique, etc. C'était en 2004. Moi, j'ai vu des pratiques extrêmement intéressantes, notamment sur des montres GPS, avec, en termes de bientraitance, des établissements où, par exemple, tout le monde l'avait. Ça servait de montre, ça servait d'appel malade. Et à la suite, entre guillemets, d'une dégradation des conditions, on pouvait les paramétrer avec l'accord de la famille pour que, si la personne sorte, on puisse la trouver. Donc ça passait par des étapes. Et comme tout le monde en avait, y compris les soignants, en termes de bientraitance, ça ne stigmatisait pas les gens. Ce que j'ai envie de dire pour clôturer cette intervention, c'est qu'à mon sens, il y a quand même différentes notions qui doivent être mesurées. La loi ne peut pas les mesurer en tant que telles, mais moi j'aimerais que vous les ayez en tête. C'est qu'il y a le consentement juridique. Le consentement juridique, c'est la faculté d'aliéner ses biens. C'est la faculté de pas laisser la maison à n'importe qui. Vous savez, les enfants disent « Attends, papa, maman, ils sont là, ils font n'importe quoi. Ils vont donner de l'argent à n'importe qui, à n'importe quelle tante, à n'importe quelle cousine, à n'importe qui, je sais pas quoi. Ils vont vendre la maison. » Ça fait peur aux familles. Le consentement juridique, c'est une chose. Le fait de savoir si j'ai envie de me déplacer, si j'ai envie de manger, de verbaliser une réaction, ça en est une autre. Et je crois qu'il faut bien différencier les deux. Le consentement juridique, on a les outils pour se protéger, mais ce n'est pas la peur du consentement juridique qui doit faire que les personnes derrière ne peuvent plus rien faire. C'est deux niveaux différents. Le problème principal, c'est que cette loi devait être accompagnée d'un deuxième volet financier qui, lui, ne verra pas le jour. Donc ces outils sont très intéressants. Quand on nous dit mettez des gens en plus, on est tous d'accord. Le problème, c'est que malheureusement, il va falloir faire à budget constant. Et donc tout ça, c'est compliqué. Moi, quand je suis intervenu sur ce thème il y a quelques mois en Bretagne, je leur ai dit, je vais profiter du fait qu'il y ait des témoins. Si on me prête de vie longtemps et que je vais en EHPAD, ce que j'aimerais, c'est qu'une fois que mes enfants seront rassurés, si j'ai pas tout claqué avec leur mère avant, et que ben, voilà, je suis sous tutelle, sous curatelle, ce que vous voulez, qu'ils ont plus peur qu'on me dépossède de mes biens, ben, moi j'ai envie de dire, je préférerais qu'on me mette une montre, hein, qu'on monte un projet de vie individualisé qui me corresponde et qu'on me laisse me balader. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. On a le cas actuellement d'une résidente qui sort du bâtiment. Ça arrive 4-5 fois par jour, qu'on arrive toujours à récupérer avant qu'elle sorte de l'enceinte parce qu'on a un parc qui est assez grand. La famille est au courant et informée. C'est une personne, on se rend compte qu'on n'est plus adapté auparavant, elle ne cherchait pas autant à partir. Et on se dit que si on n'a pas de structure sécurisée au sein du bâtiment, et on se dit que si on est amené à lui proposer une autre structure, elle risque de ne pas le supporter parce que ça va trop la perturber. Et du coup, on est dans ce dilemme-là. Quelles sont les solutions dans ce contexte ? Alors, la solution, il n'y en a qu'une au cas d'espèce. C'est un travail concerté avec éventuellement une modification du projet de vie. Alors, les textes dont je vous ai parlé, l'avenant au contrat de séjour, déjà le mettre en place, mais le texte n'est pas encore en place. Mais c'est de travailler avec la famille et avec les médecins et l'équipe pluridisciplinaire pour que le projet qui soit mis en place soit traçable. Et qu'à un moment donné, on ait effectivement des médecins qui nous disent en gros, vous avez compris, ce qu'on vous demande, c'est pas d'éviter le risque il existe dans la vie quotidienne. C'est de faire en sorte que l'atteinte portée à la restriction soit justifiée, entre guillemets, par un risque suffisant. Et là, on va considérer que le risque, il est plus pour la résidente de changer d'établissement qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la situation, du risque de sortir. Donc, il va falloir travailler sur un projet. À mon avis, l'équipe pluridisciplinaire, et notamment les médecins, doivent nous dire il est important pour elle aujourd'hui, à titre primordial, qu'elle reste dans la structure. À partir du moment où ils ne le diront plus, on sera obligé d'envisager autre chose. Moi, ce que je vous conseille, si vous devez rester dans cette situation, c'est vraiment de le formaliser et de faire signer la famille. Vous avez vu dans les cas, les juges regardent, est-ce que la famille a signé l'avenant au contrat de séjour, est-ce que la famille a été informée et a validé les démarches. Je vous raconte une anecdote. Lorsque je suis intervenu en Bretagne sur ce thème, j'ai une directrice qui est intervenue pour nous expliquer qu'ils avaient admis une résidente qui était au départ affectée en Cantou. Ils se sont assez vite rendus compte que la personne avait en fait, entre guillemets, quand même une certaine autonomie et que peut-être qu'elle était dans une structure trop fermée. En accord avec la fille,
qui s'occupait vraiment beaucoup de la maman. Ils l'ont sortie du Cantou, ils l'ont mis dans les structures plus classiques. Elle a vécu 5 ans comme ça, et au bout de 5 ans, elle est partie. Elle a fugué. Pas le terme, vous le savez, mais celui qui me vient. Et elle s'est blessée. Au cas d'espèce, la première réaction de la fille, ça a été de dire, ça n'a pas été de dire je fais un contentieux, ça a été de dire écoutez, maman a vécu 5 ans dans un espace où elle était bien, on l'a fait ensemble, moi je considère que même si on peut la maintenir, je suis prêt à reprendre le risque qu'elle puisse éventuellement sortir, quitte à lui mettre une montre GPS, j'en sais rien, à trouver une solution adaptée, plutôt que de la mettre dans un espace confiné pour les derniers mois, les dernières années de sa vie. Mais je terminerai avec un autre exemple pour que vous compreniez bien. J'ai eu le cas inverse. Une structure que je suivais depuis des années où la résidente c'est partie, elle a suivi quelqu'un en digicode, est partie à un moment où il y avait un changement d'équipe. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe sortante était persuadée que l'équipe entrante prévenait la famille et vice-versa. Ils ont très vite réagi, la personne a été retrouvée rapidement, elle était blessée au visage, elle était tombée dans un fossé. Lorsque le fils est venu voir sa mère 2 ou 3 jours après, il est arrivé dans la chambre et il a vu sa mère avec une grosse ecchymose sur le visage, ça a été l'enfer. Il a fallu répondre des courriers juridiques, ça finit moi qui ai écrit, bien sûr il n'y a pas eu de contentieux, puisque si on fait du droit pur, on avait tous les outils, etc. Si on avait dû aller au contentieux, je pense qu'il aurait perdu son procès. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que moi je suis convaincu que si au moment où elle sort, l'équipe entrante ou sortante, peu importe où a eu lieu dysfonctionnement, prend le téléphone, appelle cet homme en lui disant « Votre maman vient de partir, ne vous inquiétez pas, on a fait le maximum, on a des équipes qui la cherchent, on a prévenu la gendarmerie. » Que 3 ou 4 heures après, on lui avait dit « Monsieur, on l'a retrouvée, elle est blessée, mais ça va, vous inquiétez pas, etc. » Mais je pense qu'il serait venu avec une boîte de chocolat pour toute l'équipe des agents de service et des aides-soignantes. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas la faute, le risque il existe, on ne pourra jamais l'éviter. Ce qu'on vous reprochera, c'est le manque de communication ou des décisions trop restrictives et pas actées. Et ce qu'on vous reprochera, c'est de ne pas l'avoir tracé. Oui, parfois on est confronté, on a des personnes qui sont donc sous tutelle ou sous curatelle et qui n'ont pas de famille par ailleurs. Est-ce que d'emblée le curateur ou le tuteur est responsable et personne de confiance, voilà, exerce la fonction de personne de confiance? Ah, c'est bien plus. C'est-à-dire que la personne de confiance d'un point de vue juridique a un niveau de pouvoir bien inférieur au tuteur ou au curateur. La personne de confiance va être désignée s'il n'y a pas de tuteur ou de curateur. Le tuteur, c'est quelqu'un, ou le curateur qui a été désigné. Il n'y a pas besoin d'une décision de justice pour désigner la personne de confiance. C'est le résident qui vous dit c'est moi, c'est le fils, c'est la fille. Le tuteur ou le curateur, vous êtes sur un cran supérieur. La difficulté qu'on a avec le tuteur et le curateur, c'est qu'il faut le faire désigner. Donc dans une structure, quand quelqu'un arrive, s'il a un problème de consentement ou si son état se dégrade, ça prend du temps. Et c'est dans cet intervalle-là, où s'il n'y a pas de tuteur ou de curateur, que la personne de confiance pourra pallier finalement au tuteur ou au curateur. Par rapport aux fugues, une piste de réflexion peut être aussi de s'interroger à ce que recherchent les personnes qui partent, justement, parce que si on part, on va aussi en quête de quelque chose. Un certain nombre d'entre elles, elles sont en fin de vie, et donc il y a la question de la mort. On est quand même dans une société où la religion est assez peu présente, les religions sont peu présentes, et donc en fait la dimension spirituelle n'est pas abordée. Donc peut-être que là, par rapport avec les associations de bénévoles ou dans le sein de la structure, il peut y avoir aussi des réflexions sur la mort. Et puis il y a peut-être aussi une quête de chaleur humaine. C'est un appel. Donc il y a peut-être une réflexion aussi à avoir autour de ça. Tout à fait, mais moi je pense que l'important dans la vie c'est d'être heureux et qu'en fin de vie encore plus peut-être. Et vous savez, avant d'être avocat et juriste, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait un stage en EHPAD, parce que je suis tombé dans les EHPAD quand j'étais petit. Et j'ai souvenir un jour de rencontrer une résidente, donc je venais d'arriver dans l'EHPAD, j'étais stagiaire, et j'ai une résidente qui me regarde, je sortais des toilettes, petite histoire, et qui me dit « Monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer la direction de la gare, parce que je dois y aller, etc. » Elle paraissait très cohérente dans son discours. Donc j'ai commencé à m'enquérir d'un aide-soignant, etc. Ils ont écouté, madame doit aller à la gare, elle attend un taxi, etc. Ils étaient tous morts de rire. Et ils m'ont dit qu'elle attendait, mais elle avait l'air heureuse. Ils m'ont dit qu'elle attendait son mari depuis 5 ans tous les jours, qui était décédé. Mais cette personne, certes, elle n'était plus dans une configuration entre guillemets consciente et cohérente, mais elle était heureuse.
elle se déplaçait et elle attendait son mari qui allait arriver dans la journée. Bon, je crois que c'est peut-être le plus important. Je sais pas si on a encore un peu de temps. Le PowerPoint, écoutez, pourquoi pas. Allez, on fera comme ça. Merci à toutes et tous.